Mesdames et messieurs, bonsoir. L'heure d'appropriation des questions d'actualité est arrivée. Voici une nouvelle livraison de votre magazine 2 heures de news, cette tranche qui vous fait sortir de l'ignorance et de l'obscurantisme suicidaire, vous le savez, à toute société moderne. Deux sujets à aborder. Que faire pour avoir un processus électoral apaisé dans ce contexte congolais? Également, quel édit a proposé par les candidats députés provinciaux pour développer les communes de Kinshasa, tout en se basant bien entendu sur le projet de société de partis politiques. Pour en débattre, nous aurons donc sur ce plateau deux invités, deux candidats députés provinciaux, délégués des deux partis politiques, un parti de la majorité présidentielle et un autre de l'opposition. Et donc, il s'agit de Jires Sanzala, qui est candidat député provincial pour le compte du parti ARC Opposition. Il est candidat pour la commune de Limité. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Et est attendu sur ce plateau M. Moussa Abdourazak de l'AFDC, candidat député provincial de la commune de Makala, de Kisenso plutôt, mais il est en même temps bourgmestre de la commune de Makala. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, tous ces invités donc, ont été suffisamment préparés et outillés par NDI et GMD dans le cadre du programme Tomi Kotissa. Avec eux, nous allons donc avoir un débat citoyen et politique. Encore une fois, vous êtes en forme sur ce plateau? Très bien. Très bien. Très bien. Alors la première question, puisque nous abordons déjà notre sujet, le tout premier, que faire pour avoir des élections apaisées dans le contexte congolais actuel? Mais d'abord, la première question, pourquoi êtes-vous candidat député provincial? Merci, ça c'est une bonne question. Je suis candidat député provincial à Limité pour la simple raison, j'ai essayé d'observer la manière dont la commune de Limité est gérée, et la manière dont les habitants vivent, la population vit dans cette commune. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'incohérences dans la gestion de la chose publique, il y a beaucoup de mauvaises volontés, et moi j'estime que après des études solides à l'université, je peux quand même apporter quelque chose. Donc je me dis, je dois me lancer pour apporter un plus qui pourrait bien entendu soulager mes compatriotes de Limité. C'est ça ma motivation comme candidat député provincial. Et qu'est-ce que vous ferez exactement une fois élu, au cas où la chance vous souriez, que vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, bon, je commencerai d'abord par vous résumer les différents problèmes de la commune de Limité. Vous savez, la commune de Limité est confrontée à plusieurs difficultés. La première, si vous voulez, c'est l'insalubrité. Vous savez que la commune, elle est sale. Il n'y a pas de gestion, une bonne gestion des déchets. Et les inondations, chaque fois qu'il y a pluie, les gens sont inondés. Et puis, cela conduit à beaucoup de choses, des maladies et d'autres. Il y a aussi un problème de l'éducation. La commune compte beaucoup, disons, un taux élevé d'analphabétisme. Donc, les élèves, les gens n'ont pas la facilité pour poursuivre les études. Il y a aussi un problème de santé. Il n'y a pas, dans la commune de Limité, il n'y a pas un hôpital de l'État, un seul. Donc, tous les hôpitaux qui sont là sont des privés ou soit des catholiques. Eh bien, chaque fois que quelqu'un est malade, il n'y a pas une prise en charge satisfaisante. Donc, je me dis, en tant qu'une fois élu député, je peux apporter quelque chose dans les votes des édits qui cadront certainement à faciliter l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à la gestion des déchets, à mes compatriotes de Limité. Voilà, nous allons y revenir, mais vous avez peut-être oublié de dire qu'à Limité, il se pose aussi un problème. Il y a une bonne partie qui n'est pas urbanisée, notamment les quartiers Kingabwa et puis Mombele. Et vous n'avez pas parlé également de la prostitution. Limité bat son plein avec le quartier Pakadjouma. Ce sont donc les problèmes récurrents qui se posent dans cette commune. Là, c'est vraiment, merci beaucoup Jacques Moulouba. C'est une véritable passe à nord. Moi, j'habite Kingabwa, effectivement, il y a un sérieux problème d'urbanisation. Je venais de rappeler tout à l'heure l'inondation. Chaque fois qu'il y a pluie, en tout cas, on ne s'est pas sorti. Donc, il faut procéder par urbaniser, canaliser de l'eau
et que ce soit à Mombele aussi, parce que nous avons des maisons, là, ma base aussi à Mombele. Ces problèmes, vous avez bien raison. Mais concernant Pakadjouma, j'aime beaucoup mes amis de Pakadjouma. Le moment venu, on procédera certainement des solutions. Parce que tout ce qui se passe là, je crois qu'il n'y a pas une politique de prise en charge. Voilà, nous allons y revenir dans les débats. Nous allons y revenir, mais d'abord, on va parler de cette question d'actualité, de cette question qui est la cheville ouvrière de cette émission. Comment faire pour avoir des élections apaisées? Quand on sait que maintenant, la CENI est en train de nous amener vers les élections au 23 décembre 2018 et la majorité est divisée et l'opposition, quant à ce problème, il y a des points de vue divergents. Alors, vous êtes de l'arc opposition. Que faire? Comment faire pour avoir des élections apaisées de manière globale? Bon, vous savez, pour avoir des élections apaisées, la réponse, elle est simple. Il faut procéder à l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est là de manière intégrale et de bonne foi. Quand vous lisez cet accord, l'accord parle de la décrispation du climat politique, donc la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, l'abandon des poursuites à l'endroit du président Moïse Katumbi, et bien entendu, tous ceux qui se trouvent au moment où nous parlons sont en exil. C'est là l'application des mesures de décrispation vont nous amener à l'inclusivité du processus électoral. Donc nous voulons à ce que le processus soit ouvert à tout le monde. Le président Kengola l'avait rappelé lors de son interview à une radio étrangère qu'il faut que tout le monde participe. Donc, nous constatons que la majorité présidentielle essaye d'écarter les autres ou de se choisir des compétiteurs ou des adversaires. Mais lorsqu'il y a une élection où les gens, où les cadres choisissent ces adversaires, ça s'appelle nomination. Donc, nous voulons des élections qui soient inclusives, crédibles et apaisées, comme vous l'avez dit. Mais il faut aussi noter qu'il faut les renforcements des mesures de confiance. Quand je parle des renforcements des mesures de confiance, là où ça se trouve dans l'accord, il faut redynamiser et restructurer la CENI. Donc cette CENI travaille sous la dictée de la majorité, pour ne pas dire du président Kabila. Il faut que la CENI soit totalement indépendante. Et il faut également abandonner cette histoire de la machine à voter, que nous appelons la machine à tricher ou à voler, parce que cette machine, je termine par là, ça n'a jamais été prévu dans les calendriers publiés par la CENI, moins encore sur la loi électorale. Alors justement, puisque vous parlez de la machine à voter, parmi les préalables que vous, opposition, avez donné pour arriver aux élections, notamment le rejet de la machine à voter. Alors, dites-nous clairement, qu'est-ce que vous reprochez à cette machine à voter? Est-ce que d'abord vous l'avez expérimenté? Très bien. Expérimenté, je dis oui, parce que rappelez-vous, il y avait une délégation du G7 qui a été dirigée ou conduite par le président Ndundu. À la CENI, cette machine a été expérimentée. Nous réquisons cette machine pour, je crois, 4 ou 5 raisons. La première, cette machine, ou je dirais simplement que les processus électoraux ou les élections, c'est une question éminemment politique, ça doit requérir un minimum de consensus. Cette machine n'a jamais fait l'objet de consensus. Nous réquisons que ce soit, même il y a dans la majorité présidentielle, nous discutons avec des gens qui disent non, dans cette machine, non, il faut l'écarter. Cette machine n'a jamais fait consensus. Deuxième élément, c'est que cette machine viole certaines dispositions constitutionnelles, notamment les caractères secrets du vote. Chaque fois que vous allez voter, vous serez assisté par quelqu'un qui doit manipuler la machine. Troisièmement, cette machine fonctionne sur base d'un logiciel. Et avec le logiciel, il y a possibilité de manipuler les résultats. Et à la fin, il y a aussi le problème du temps. Vous savez, les élections se passent en une seule journée. Et le président Bemba l'avait rapidement démontré que si chaque électeur prenait 6 minutes, vous multipliez 6 minutes, 24 divisé par 6 minutes. Donc, il y aura un faible taux de participation. Donc, nous disons que cette machine ne va pas donner la crédibilité aux élections, donc il faut simplement l'écarter. Mais la question qui nous revient en esprit, qui nous met parfois mal à l'aise, c'est que la majorité présidentielle s'obstine. Chaque fois que vous posez la question, vous posez la problématique de cette machine, la majorité présidentielle se met en avant pour débattre cette question. Donc ça va très bien, nous avons compris pour vous, il faut rejeter la machine à voter. Et donc c'est l'un des préalables pour avoir des élections
à peser. Alors, nous sommes rejoints sur ce plateau par notre deuxième invité, M. Moussa Abdourazak, qui est de l'AFDC, qui est, je l'ai dit, candidat député provincial pour la commune de Kisenso. Il est bourgmestre actuel de la commune de Makala. Avec lui, donc, nous allons débattre de toutes ces questions d'actualité. Bonsoir, M. Moussa. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous venez de nous rejoindre sur ce plateau, alors on continue avec lui. Vous avez dit que vous rejetez la machine à voter. Est-ce que vous ne voyez pas la crainte, puisque la CENI a dit, sans la machine à voter, on revient à la formule Peugeot 504. Donc il faut compter 504 jours à partir du moment où vous rejetez la machine à voter pour arriver aux élections. Êtes-vous prêt pour ça? Monsieur Jacques, vous savez, moi, la politique, je la prends au sérieux. En tout cas, je la prends au sérieux. Nous devons respecter la population. La CENI, c'est une organisation, je crois, sérieuse, et doit respecter la population. Cher ami, voyez les calendriers de la CENI. Clairement, on a mentionné en septembre, commande de bulletins de vote. Les calendriers publiés par la CENI, ils n'ont pas fait mention de la machine à voter. Donc, maintenant là, si nous demandons tout simplement à la CENI d'exécuter son calendrier, nous sommes dans les bons jusqu'ici. Donc, nous sommes au mois de septembre. Bientôt, on va publier les listes définitives des candidats et on peut procéder à la commande. La logistique. Les moyens, est-ce qu'il y en a? Mais c'est là aussi, là, nous voyons que... Puisque les machines sont déjà commandées, on les a presque achetées déjà. Cher ami, je dis, nous demandons à la CENI d'exécuter son calendrier. Et dans son calendrier, il est bien prévu commander en ce mois de septembre jusqu'au novembre. Et là, nous demandons au gouvernement de se ressaisir tout de suite. Parce que quand il refuse l'aide de la MONUSCO, en 2006, en 2011, la MONUSCO a toujours aidé dans le dispatching de matériel. Très bien. De la logistique. On a compris votre pensée. Alors, on va donner la parole à M. Moussa Abdourazak qui vient de nous rejoindre. Nous en étions, il a dit que parmi les préalables pour arriver aux élections, il faut rejeter la machine à voter. L'un des préalables de l'opposition et dont l'ARC, son parti politique, soutient. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La machine à voter doit partir pour qu'on ait des élections à peser le 23 décembre 2018? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir invité à votre émission. Il a raison, il a tort, c'est son point de vue. Mais moi, je crois, avec un peu de minimum de soucis de cette population ici, nous devons faire en sorte que des milliers de la population qui ont péri dans cette ville et dans cette république pour la réclamation de ces élections-là, il faudrait qu'on cherche les mécanismes autour d'un consensus entre les acteurs pour que les élections aient eu lieu au mois de décembre. Parce que continuer à multiplier les préalables, c'est comme si on tourne les dos sur la misère de la population. Ce qui n'est pas acceptable. Parce que chaque fois, c'est telle mission qui est arrivée qui a constaté. Telle mission qui est venue, il a constaté. Nous-mêmes, on ne constate rien. Il faut que cela soit constaté par une mission venue d'ailleurs. Vous comprenez que nous avons un problème. Donc pour vous, la machine à voter, on doit l'utiliser aux prochaines élections? Pas pour nous. Parce que tous nous avons consenti que la CENI, c'est l'organe qui est habilité à organiser les élections. Jusqu'à preuve littérale du contraire, personne n'a nié cette compétence à la CENI. Et à l'heure actuelle, la CENI n'a jamais dit que non, cette machine-là n'est pas à mesure de nous amener aux élections. Et comme de l'autre côté, ils n'ont jamais démontré les défauts de cette machine-là pour nous empêcher d'aller aux élections. Parce que, monsieur le journaliste, entre les deux mots, il faut choisir les moindres. Est-ce que les moindres, c'est de refuser la machine, ce qui équivaudrait à dire que nous refusons d'aller aux élections, ou alors nous devons chercher le consensus autour de la machine pour que cette machine-là soit l'instrument qui nous permet d'atteindre l'objectif, parce que l'alternance dont ton cri joue tes nuits à l'opposition, mais nous l'aurons quand s'il n'y a pas d'élection? Alors selon vous, oui, quels sont les préalables à remplir pour avoir des élections à peser au mois de décembre prochain? Bon, les préalables, c'est le mot... Que faire pour avoir des élections à peser? Merci. Parce que je n'ai pas de préalable, moi, personnellement. Mais que faire pour aller aux élections apaisées? Ça, au moins, nous pouvons le dire. Cette République ici a démontré plus d'une fois que sans les dialogues, sans qu'il y ait de temps en temps échange entre acteurs, il n'y a rien qui marche. Parce que jamais les bruits de bottes, jamais les armes n'ont vaincu quelque part la démocratie. Parce que la démocratie, c'est entre autres les pouvoirs du peuple, mais qu'on doit arracher grâce à la paix. Nous pensons qu'il faut
qu'on renforce le mécanisme de dialogue entre acteurs, c'est-à-dire et la CENI, et la majorité, et l'opposition, ainsi que la société civile. Ils doivent multiplier les contacts de dialogue pour qu'on puisse trouver tant soit peu. Dialoguer autour de quoi ou sur quelle matière? Oui, parce que de l'autre côté, on parle de préalables. Si telles sont les conditions sine qua non pour qu'on aille aux élections, il faudrait peut-être qu'on leur donne l'occasion pour que matériellement, parce qu'il ne suffit pas de déclarer, monsieur le journaliste, encore faut-il qu'on prouve les preuves que la machine là est teintée d'irrégularités, que techniquement on les prouve et qu'on convainc l'autre camp pour qu'on accepte. Le dialogue. Et apparemment, oui, apparemment c'est comme s'il y a des crises artificielles créées, tout simplement, soit par peur d'aller aux élections, soit par ceci. Mais moi j'estime que l'histoire de ces pays-ci nous renseigne que nous sommes en train de nous répéter toujours. Vous êtes d'accord avec lui, M. Giresse, qu'il faille négocier, il faut des rencontres entre les différentes parties? Bon, écoutez, les dialogues, c'est un mode de gestion pacifique. Je crois que discuter avec nos frères de la majorité, nous discutons, nous sommes en train de discuter. Donc, moi, je ne vois pas de problème. Mais moi, je pense que nous devons nous parler clairement. Monsieur le bourgmestre, il y a des préalables. Il y a des préalables. Donc, je vous rappelle que dans ces pays où nous avons vu un président de la CENI escorté par un char de combat pour proclamer les résultats. Parce que les élections étaient entachées de beaucoup d'irrégularités. Nous ne voulons plus de ces élections. On a connu dans ces pays les balles crépitées après l'annonce du résultat. Donc nous voulons un processus crédible, un processus qui rassure tout le monde. Par là, je veux dire qu'il faut les renforcements des mesures de confiance. Je vais parler ici de l'inclusivité. Il y a des gens qui sont exclus, Moïse Katumbi. Non, nous allons parler de l'inclusivité, puisque vous dites renforcement des mesures de confiance. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a dit, qu'on doit renforcer ces mesures à travers le dialogue? Mais écoutez, on va dialoguer avec quelqu'un qui est de mauvaise foi. Je venais de dire, il a rappelé au début qu'il faut un consensus. Je venais de rappeler sur ce plateau que la question des élections, c'est éminemment politique, ça doit absolument requérir un minimum de consensus. Cette machine, ce n'est pas le fruit des consensus. Et cette machine n'est même pas prévue ni dans l'accord, ni dans la loi électorale. Quand vous lisez l'accord de la sensibilité, on a bien parlé de la rationalisation du processus électoral dans l'objectif de diminuer un peu de coûts. Mais on ne dit pas combien coûtent toutes ces machines. C'est tout un débat, on n'en parle même pas. Est-ce que vous, personnellement, M. Giresse, l'objectif était de réduire le coût des élections. Est-ce que vous avez déjà prouvé ou utilisé cette machine? En fait, vous l'avez déjà expérimenté, puisqu'il y a des séances qui sont organisées ça et là. Oui, nous avons expérimenté cette machine. Alors, comment tricher à partir de la machine? Je vous ai dit, cher ami, que nous utilisons l'ordinateur. Cette machine qu'ils appellent imprimante travaille sur base d'un logiciel. Je dis qu'à partir du logiciel, on peut manipuler les résultats. Ça, tout informaticien ne va pas me contredire. Je venais de dire encore qu'il y a le problème du temps. Le président Bemba a fait 6 minutes pour qu'il vote. 6 minutes. Mais une élection n'a que 24 heures. Donc, nous craignons les faibles taux de participation. Donc, il y a des coins où il n'y aura pas vote. Vous êtes d'accord avec lui par rapport à ça? Pas du tout, monsieur le journaliste. Vous savez que nous sommes dans un pays, dans un état de droit. Et lorsque nous allégons les choses à la télé et tout, nous devons être sérieux de ce que nous sommes en train de faire. Cette république a plus de 80 millions d'habitants. Vous avez déjà expérimenté la machine à voter? Je l'ai déjà expérimenté. Mais moi, personnellement, je soutiens qu'on aille aux élections avec cette machine. Parce que le préalable, ce n'est pas la machine. Le préalable, c'était que non, le président Kabila puisse nous dire que non, il ne va pas se représenter aux élections. Peser entre les deux, qui dit vrai, entre le départ du président de la République ou le retrait dans la compétition du président de la République et la machine. Est-ce qu'on peut comparer en termes de gravité des faits que le président Kabila qui acceptait de se maintenir au pouvoir et la machine qu'on est en train de brandir sans prouver techniquement que non, il y a tel ou tel grief qui est capable de nous faire. Parler de logiciels, oui, mais si vous avez des experts informaticiens, pourquoi ne pas les mettre aux côtés de la CENI pour déceler ces irrégularités-là? Au besoin, si nous voulons faire avancer les choses, qu'on amène les techniciens, qu'on trouve la solution pour éviter que cette tricherie ne soit. Et d'ailleurs, il est toujours dit que non, il faut qu'on amène les témoins dans les bureaux de Nîmes pour vérifier, pour voir ensemble à quel moment on va tricher. Pourquoi toujours, dans l'autre cas, on a toujours tendance de croire que non, dans l'autre cas, il y a toujours la mauvaise intention de vouloir tricher. La tricherie n'est pas l'apanage d'un camp.
C'est un état d'esprit. Donc tout le monde peut tricher. Absolument. Alors on avance, vous avez parlé comme, vous avez évoqué comme autre préalable l'inclusivité des élections. Donc tous les candidats devraient être retenus. C'est ça, Oui, selon oui. vous. Pourquoi? Bien, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire à mon condébatteur que ce n'est pas qu'un cadeau du fait que Joseph Kabila ne soit pas candidat président. Non, non, cher ami, ce n'est pas un cadeau, c'est la Constitution. Il a fait des mandats et c'était les derniers pour lui. Moi, en tout cas, je ne voyais pas cela un mythe. Donc, c'est constitutionnel. En tout cas, dire qu'entre Kabila, candidat et la machine, cher ami, vous vous trompez. Ce n'est pas un cadeau, c'est la Constitution. Pourquoi on est allé au dialogue? C'est la Constitution, cher ami. Les Ça, c'est la dialogues. Constitution. Il n'y avait pas la Maintenant, Constitution. je reviens vers vous. Parlons de l'inclusivité. Cher Jacques Moulouba, vous savez, dans ces pays, on a vu des gens combattre le régime de Joseph Kabila ou de Kabila père, arme à la main, parce qu'ils ont estimé que ce régime était caractérisé par l'oppression, l'exclusion. Mais après la signature du pacte républicain 5-7, on s'est dit, laissez les jeux politiques ouverts à tout le monde. Vous voulez exercer le pouvoir, eh bien, engagez-vous aux élections. Mais là, il n'est nullement question d'exclure les autres. Je parle de M. Katumbi. Katumbi, clairement, il est exclu. Au début, on a dit que ce monsieur organisait un coup d'État avec les mercenaires, tout et tout. 500 ou 600. Vous ne reconnaissez pas son dossier avec la justice congolaise, ces dossiers? On n'a jamais, j'en viens, on n'a jamais montré même 10 mercenaires. On parlait de 600, même 4, on n'a jamais vu. On dit les dossiers Stopis. Mais très rapidement, Katumbi dit que cette maison appartient à mon grand frère, M. Katebe Katoto. Katumbi habitait dans cette maison quand il avait 9 ans, je ne sais pas moi, 10 ans. Et Katebe vient et rentre. Et parlons maintenant du dossier de la nationalité. Mais là encore, la majorité présidentielle, ce n'est pas un bon élève. Donc quand vous parlez d'inclusivité, vous voyez une seule personne, Moïse Katumbi. Non, parce qu'on a fait un peu trop avec lui. On a fait trop. On cherche des dossiers, parce qu'il y a une volonté d'exclure un individu, parce qu'il fait peur. Donc nous conseillons à nos amis de la majorité de laisser tout le monde compétir. Écoutez le vieux Kengo quand il a dit, laissez Katumbi, laissez tout le monde. L'inclusivité, Moïse Katumbi devrait être candidat coûte que coûte à la présidentielle du 23 décembre, comme l'exige un peu l'opposition, et c'est l'un des préalables. Non, vous écoutez que lorsqu'on parle d'un individu, l'échantillon n'est pas représentatif. Monsieur le journaliste, soyons sérieux. Est-ce que le processus électoral ou la démocratie peut être bloqué à cause d'un individu? Le processus électoral ou la démocratie dans ces pays peut être bloqué à cause d'un individu. Quand on dit que non, il y a tendance à vouloir exclure certaines personnalités. Mais en les disant, on cite le nom d'un individu. Et Mouzitou, conflit entre au sein du parti. Il a des ennuis avec la justice congolaise. Une affaire privée. Mouzitou, une affaire privée. On va recadrer. Laissez-le d'abord finir avec le premier dossier. Allez-y. Vas-y. Voilà. Donc, quand nous faisons des exemples, et même par échantillonnage, il faut quand même que ça représente un poids. Vous comprenez? C'est vrai que j'ai du respect envers Moïse Katumbi. Il a fait ce qu'il a fait à son époque. Mais si aujourd'hui, 80 millions d'habitants doivent être bloqués parce que nous devons attendre que Moïse vienne pour que les élections se tiennent, il y a de quoi. Ou alors faites le recensement de tous ceux-là qui ont quitté le pays parce qu'ils ont estimé que non, et ils ne sont pas allés ici. Il a cité Adolphe Mouzitou également. Mais c'est encore un autre cas. Ça fait 2. Continuez avec la liste. Et les candidats sont combien? Ils sont combien? Voilà. Non, s'il vous plaît, mon frère. Bemba. Les candidats sont c'est combien? ça. Citez les noms. Non, continuez à citer les noms. Si vous atteignez le nombre de 10, je vous en féliciterai. Non, les candidats sont combien? Les candidats présidents sont combien? Non! Vous sentez que non. Parfois, alors, il y a des arguments qui ne tiennent pas. Merci et beaucoup. Parfois, c'est la honte. Merci beaucoup. Alors, on va recadrer le débat. Maintenant, la Cour constitutionnelle a tranché par rapport aux différents cas des candidats. En tant qu'intellectuel, en tant que Congolais, vous savez que les arrêts de la Cour sont opposables à tout le monde et il n'y a plus de recours. Vous vous inclinez? Eh bien, M. Moulouba, je suis un démocrate et je respecte la justice, mais disons quand même que notre justice est une justice aux ordres. C'est une justice aux ordres. Vous savez, cette Cour constitutionnelle, c'est un instrument extrêmement important pour la consolidation de notre démocratie, mais malheureusement, on l'a inféodé. Je parlais des cas, tu me dis un seul cas. Mais je parlais de Mouzitou. Mouzitou n'est pas vraiment ma tasse de et moi, je parle... oui, vous ajoutez Bemba. Je parle de Mouzitou. Je rappelle qu'il n'est pas ma tasse de thé, Mouzitou. Mais
Prenons le cas de Mouzoutou. On l'a validé conflit au sein du parti. Une affaire privée. Depuis quand un conflit au sein des mêmes partis peut rendre quelqu'un inéligible? Depuis quand? Vous lisez la loi électorale. Un autre cas, Bemba également avait été invalidé par la Cour constitutionnelle. Bemba vous vous opposez également? Écoutez, concernant le cas Bemba... vous vous inclinez? Non, non. La Cour a fait son travail. Comment? Là, il y a question maintenant de voir si la subordination des témoins vous avez suivi la chambre de représentation, la chambre numéro 7. Vous avez suivi la peine. Bemba est condamné. La culpabilité était déjà établie, non? Sur la subordination des témoins. Maintenant, il va donc falloir... Qui est, selon la loi congolaise, une situation de renforcement, passez-moi le terme, de la corruption. On a interprété les droits pénals, voilà. malheureusement. On va donner la parole à M. Abdourazak. Qu'est-ce que vous en pensez? Il rejette les arrêts de la Cour puisque c'est au service d'eux. À votre service, vous, la majorité. Monsieur le Ka Bemba, Ka Mouzito. Je suis parfois sidéré quand je constate que les Congolais que nous sommes, nous n'avons rien de bon chez nous et que tout ce qui est bien ici, c'est ce qui vient de l'extérieur. Donc, dis-moi aujourd'hui, quelle est l'institution crédible dans ce pays? Je peux te poser la question à mon co-débatteur, qu'il me dise l'institution crédible dans ce pays, c'est quoi? Je n'en sais pas. Donc, pour autant qu'un homme politique ait des problèmes avec les institutions légalement établies, c'est un problème. On a tendance même à considérer les infractions du droit commun aux infractions politiques. Je me demande, ces infractions politiques se trouvent dans quel code? Parce que si la Cour de sûreté de l'État a été élaguée, éradiquée, il n'y a plus d'infractions politiques. Ça signifie que non, nous devons considérer que non, nous sommes dans notre pays. Et nous, c'est cette volonté-là qui doit animer chaque Congolais pour que les choses marchent. Je me demande, avec cette mentalité ici, même si l'alternance dont ils sont en train de crier là, arrivait et que l'air quand gagner les élections, avec qui ils vont... Parce que la mentalité est toujours la même. Et la population, c'est celle-là. C'est nous tous qui sommes là dans ces... Est-ce que va-t-on aller au ciel pour chercher d'autres personnes ou c'est les mêmes personnes? Et si les mêmes cas se retrouvaient dans leur cas aussi, ce sera comment? Comment ils seront jugés? Parce que quelque part, il faut qu'on ait quand même l'honnêteté scientifique de reconnaître certains faits. Quand quelqu'un a une infraction des droits communs, ça signifie que non, il a des problèmes avec la justice. Donc vous soutenez totalement la Cour constitutionnelle? Je n'ai pas à juger la Cour constitutionnelle sur base de quoi? Parce que la Cour constitutionnelle a été voulue par les législateurs. Qui dit législateur dit la volonté de la population par les délégués que nous avons envoyés au Parlement. Voilà. Ce sont eux qui ont mis en place cette Cour-là. Et nous devons nous soumettre face au véridique de la Cour. Voilà, nous avons suivi, les téléspectateurs également, les deux points de vue. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir des élections apaisées? Le camp de l'opposition estime qu'il faille respecter l'accord de la Saint-Sylvestre avec dans toutes ces dispositions. Et vous, vous dites que il n'y a pas de préalable, tout se passe normalement. Donc, on doit se faire confiance, il faut s'entendre, il faut multiplier des rencontres entre les différentes parties pour arriver aux élections de la bonne manière qui soit. Alors, mesdames, messieurs, nous poursuivons notre tranche 2 heures de news et nous abordons maintenant notre deuxième sujet. Quels édits à proposer pour développer les communes respectives? Nous parlons des deux communes puisque nous sommes en face des deux candidats à députés provinciaux, un candidat à Limete et un autre à Kisenso. Je rappelle que M. Abdourazak est le bourgmestre en fonction pour la commune de Makala. Première question, vous êtes bourgmestre à Makala, mais qu'est-ce qui vous a poussé à postuler à Kisenso? Oui, à Kisenso, c'est parce que c'est une commune dont je réside d'abord. Et en plus, j'ai gardé des bons souvenirs de cette commune-là pendant que j'étais en train de gérer la commune. La commune de Makala ou de Kisenso a un problème d'érosion, un problème d'électricité, un problème d'insécurité, un problème de route. C'est une commune pas totalement ou pas urbanisée du tout. Et il y a beaucoup de problèmes de tapage et diurne et nocturne. Un problème d'insécurité et le problème de limité, vous êtes venu légèrement en retard, on l'avait relevé. Alors, conformément à vos projets de société de vos partis, une fois élus, que comptez-vous faire? Quel édit proposez-vous pour résoudre le problème qui se pose à Kisenso aujourd'hui? Vous avez la parole. Merci beaucoup. En tant qu'élu au niveau de la provinciale, je sais que
la décentralisation qui est installée dans notre pays a stratifié les pouvoirs. Nous avons le pouvoir central et le pouvoir provincial. Et par contre, nous avons 3 paliers de la gouvernance. Donc je sais que l'exécutif provincial, c'est un pouvoir. Et que le député provincial, il a la même mise sur l'exécutif provincial. Parce que nous ne sommes que des avocats. Je vais plaider la cause à l'exécutif, quitte à l'exécutif, dans son planning d'exécution, exécute les projets de la commune de Kisenso. Au fait, qu'est-ce que nous constatons? Les édits, il y en a, les lois, il y en a. Mais nous avons surtout le problème d'exécution. Nous disons d'abord, dans un premier temps, les édits qui existent, qui sont favorables à cette population-là, nous allons faire en sorte qu'ils soient appliqués. Et pour ceux qui affichent certains déficits, nous allons faire en sorte qu'on ait des bons édits pour que ces édits-là puissent s'appliquer. C'est ça. Je ne dis pas que non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, parce que mon rôle, c'est de plaider la cause. Je suis comme un avocat qui plaide la cause auprès de l'exécutif provincial pour qu'on réalise. Je prends un exemple justement, Ouais. le problème d'érosion qui se pose dans la commune. Oui. Comment, une fois élu député provincial, vous comptez résoudre ce problème? Quelle peut être votre contribution en tenant compte de votre parti politique? Effectivement, vous avez raison. C'est là où nous disons que non, il faut structurer les problèmes. Par exemple, en ce qui concerne les érosions, là, il nous faut vraiment un édit. Parce que l'érosion vit avec cette commune-là. Il y a des communes dont l'érosion, c'est une seconde nature, qui vit, dont la population, il dort, il se réveille avec les érosions. Et à un moment donné, si on n'y prend pas garde, on risque de perdre et la commune et la population à cause de ces calamités. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre un édit où la lutte anti-érosive, on la rend permanente dans ces communes dites les communes à problème. Vous comprenez? Voilà. Ouais. Vous avez épuisé vos 2 minutes. Alors, monsieur Giresse, vous êtes alimenté, élu, je le suppose, je l'espère bien, député provincial. Quels édits vous allez proposer compte tenu de problèmes que vous-même avez relevés ici qui se posent dans la commune de Limité? Eh bien, en fait, je dirais de la même manière que mon co-débatteur. Vous savez, ce ne sont pas des édits qui développent nos communes, nous, la ville. Je crois qu'il faut un leadership fort, sérieux et visionnaire. Vous savez, il a rappelé ici que même nos amis qui sont encore là, nos députés provinciaux, ils ont voté des bons édits, mais l'exécution pose problème. Et surtout quand on a un leadership faible, un leadership qui ne profite pas au bonheur du plus grand nombre, il n'y a pas de développement. Donc, chez moi, limité, je parlais qu'il y a un problème de canalisation, des inondations. Chaque fois qu'il pleut, il y a un problème. Donc, les vrais problèmes aussi dans cette ville, c'est les problèmes de la rationalisation des recettes. Et des Oui, dépenses. comment vous allez intervenir personnellement? Nous allons intervenir en proposant des édits dans les cadres, par exemple, l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de taux d'analphabétisme à limiter, disons, Kingabo et Mombele. Nous allons proposer un édit qui va porter sur la création, organisation, fonctionnement du fonds provincial d'aide aux élèves de minuit. Ça n'existait pas. Donc là, c'est très capital. Donc je vous dis moi-même, si j'ai terminé l'université des études, tout simplement parce que j'étais intelligent. Parce que je me rappelle, mais il y a des années où j'ai étudié gratuitement. Donc il faudrait donner la chance aux élèves intelligents, mais dont les parents n'ont pas de moyens. Alors nous allons proposer cela, donc la création de ce fonds-là, qui va appuyer les élèves qui n'ont pas de moyens. Un cas concret, le cas de Pakadjouma. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce problème? Écoutez, toutes les filles, et d'ailleurs je n'aime pas parler de cette histoire à la télé, parce que si, comme vous l'avez évoqué, qu'il y a un taux de prostitution assez avéré là-bas, donc si elles les font, je crois qu'il y a un problème. Alors nous allons encadrer toutes ces filles avec des propositions concrètes. Nous allons les soumettre à des formations pour qu'au finish, ils puissent gérer des AGR, des activités régénératives de revenus, pour qu'ils quittent cet état que nous qualifions de vulnérabilité et deviennent des citoyens à part entière. Limité, tout comme Kisenso, il y a un problème, où il y a des problèmes transversaux, le tapage diurne et nocturne. Alors, comment vous allez vous y prendre, monsieur le bourgmestre? Puisque vous le vivez déjà, ce problème-là, même au niveau de Makala, vous le vivez déjà. La loi sur le tapage nocturne date de très longtemps, même si aujourd'hui on l'a révisité par les édits et les autres. Les problèmes réels, c'est les problèmes d'applicabilité. Vous comprenez? Parce que lorsque on applique la loi sur le tapage nocturne,
il y a d'interférences. Est-ce que vous l'appliquez? En tout cas, là, je pose la question au bourgmestre que vous êtes en fonction. Oui. Est-ce que vous appliquez cette loi? Absolument. Comment ne pas appliquer ces dispositions? Maintenant, en appliquant les dispositions-là, nous ne sommes pas sans contrainte. Ça signifie que non, il y a aussi des pesanteurs qui pèsent sur le bourgmestre. Figurez-vous que non, aujourd'hui, vous allez fermer un bar où le responsable, c'est par exemple un officier. Mais la loi est dure, mais c'est la loi. Oui, mais c'est ça, mais la loi est dire, mais c'est la loi. Mais il y a des pesanteurs parfois aussi qui gênent la loi. Pourquoi parfois il y a une applicabilité de la loi? C'est parce qu'il y a des contraintes qui empêchent l'exécution de la loi. La loi, elle est là. Donc, si je comprends, vous avez peur d'appliquer la loi? Non, quand je dis les pesanteurs, ce n'est pas seulement peur d'appliquer. Ça signifie parfois quand je dis interférence. Vous pouvez, par exemple, dans un cas, vous appliquer. Dans un autre, par exemple, il y a quelqu'un qui interfère et qui non le moindre qui dit non, écoutez, moi, ça c'est mon bar, c'est ceci, tout ça et tout. Comprenez, en me retournant la sono, bon, on ne peut plus le faire parce que nous n'avons pas seulement l'objectif de sévir, nous avons aussi l'objectif d'éduquer. Mais si, par exemple, quelqu'un fait les aveux devant les bourgmestres, il dit que non, remettez-moi la sono, je vous rassure que non, on ne peut plus, du moins remonter la sono au décibel au-delà du seuil de tolérable. Bon, vous le croyez. Mais si cela continue, et c'est à ce moment-là que non, nous prenons du moins la décision tout en associant l'autorité urbaine parce que dans tous les cas... Monsieur Giresse est en train de bouger sa tête, il n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Qui me contredisent. Bon, écoutez, quand il a parlé de pesanteurs, je me dis dans un pays qui se veut respectueux, un pays où toutes les institutions sont crédibles, quand il parle de pesanteurs à la télé, et moi ça me gêne. Parce que la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Même si c'est ces bars ou je ne sais pas quoi appartenant au président de la République, lorsqu'il y a les gens enfreignent la loi, il y a quelque part où les équilibres sont dérangés, eh bien il faut appliquer la loi. Donc vous allez vraiment appliquer cette loi-là. Vous allez tout faire pour appliquer la loi, mais je procéderai d'abord par des méthodes pédagogiques. Parce que je dis, chaque fois je le fais chez moi à Kingaboua, parce qu'au-delà des bars, il y a un phénomène où il y a des jeunes garçons qui, avec un ordinateur, vendent des chansons. Il a un ordinateur, des baffles, un pli qu'on sort. Chez nous, ça bat les pleins à Kingaboua. Moi, j'ai dit, cher ami, tu es en train de chercher l'argent, je t'encourage, mais tu te rends compte que ta façon de travailler dérange les autres. Moi, le matin, je me réveille, je prends ma douche, je vais au travail, je ne te dérange pas. Mais toi, tu te déranges. Essaie un peu de remodeler ton volume, comme ça, tu vas travailler calmement. Donc, il faut procéder par des façons pédagogiques et les gens vont comprendre. J'allais dire quelque chose de très important ici. En tout cas, je dirais que je ne quitterai pas, c'est pas tout ça les dire. Parmi les problèmes chez moi là-bas, il y a un problème de santé. J'en avais parlé ici. Vous savez, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, par là... Combien d'hôpitaux de l'État à limiter? Zéro à limiter. Zéro à limiter. Donc, il y a des gens qui meurent sans argent. Il est là, pour qu'on te consulte, il faut l'argent. Alors, moi, une fois élu, je vais proposer un édit qui va justement réglementer les mutuelles de santé. Parce qu'avec des peu de moyens, vous êtes malade, que les gens ne meurent pas parce qu'ils manquent d'argent, mais les gens meurent parce que Dieu a décidé ainsi. On va, le même secteur, là, la santé, comment se présente la situation à Kisenso? Il y a combien d'hôpitaux? Il y a un hôpital qu'on appelle l'hôpital d'État de Kisenso qui se trouve au-dessus de la commune. Un seul? Oui. Et par rapport à la gestion des malades, qu'est-ce que vous allez proposer? Des édits? Bon, je ne parle pas des édits, il y a même des lois, parce que s'il n'y a rien du juridique qui existe, pourquoi alors on assiste à l'existence de certains mutuelles de santé, dont même dans la commune de Kisenso, il y en a. S'il y a des mutuelles de santé, c'est qu'il y a une réglementation à la matière. Bon, il faut revisiter d'abord ce texte-là pour voir la faiblesse se situe au niveau de ce texte-là, où c'est le problème. Je voulais ajouter ici, monsieur le journaliste, que les lois peuvent être créées, mais on les crée dans le temps et dans l'espace. Ça signifie que si vous créez une loi et que l'espace, par exemple, environnemental, sociétal, politique, ne permet pas à l'exécution de cette loi-là, quelle que soit la présence ou la bonté de la loi, il ne sera pas appliqué parce que le moment n'est pas favorable pour l'application de la loi. Quelle que soit la rigueur que vous pouvez faire, si aujourd'hui la population dit que non, il ne paye pas, il ne faut pas ceci, comment vous avez une prison où vous allez mettre toute la population dedans? Il n'y en a pas. Là au moins, vous êtes d'accord avec lui. Écoutez, je suis d'accord avec lui parce qu'on ne vote pas une loi par plaisir.
on vote une loi pour réglementer quelque chose. Et il l'a bien dit, dans l'état, dans l'espace. Donc quand je parlais des mutuelles, donc, il doit me dire s'il existe. S'il y a un édit qui existe sur la réglementation des mutuelles de santé, eh bien cet édit sera peut-être amendé ou modifié. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche, mais je vais vous quand même accorder la parole pendant 20 secondes pour répondre de manière globale ou de manière générale. Comment développer la commune de Limete? Très rapidement. Eh bien, développer la commune de Limete, c'est simple, chers amis. Donc, il faut désigner des gens responsables. Donc, nous approchons aux élections. La population de Limete, vous allez voter. Je vous demanderai de voter des gens crédibles. Nous ne sommes pas pendant la propagande, mais je vous exhorte, le moment venu, à voter des gens crédibles. À voter des gens, non seulement qui ont des volontés, mais à côté de la volonté, il faut une expertise. Donc, si vous hasardez à voter des gens par plaisir, alors cette situation ne va pas changer, vous allez continuer à souffrir. Comment développer la commune de Kisenso? C'est facile de développer la commune de Kisenso. Il suffit de faire face à 6 difficultés permanentes de la commune de Kisenso. 6 difficultés. C'est l'enclavement de la commune. Vous avez l'absence ou alors l'insuffisance ou la carence en eau et électricité. Vous avez la lutte anti-érosive. Vous avez l'insécurité avec le phénomène Kuluna. Vous avez le chômage. Et la 6e difficulté, c'est le déficit à ce qu'on appelle le leadership responsable. Qu'est-ce que j'attends par leadership responsable? Ça signifie ceci. Dans la démocratie, je vous en prie, il y a... Nous sommes déjà vers la fin. Oui, ça signifie que la commune a besoin de 3 apports. N'est-ce pas? 3 apports. Ça signifie que non, il faut que les députés nationaux qui sera élu à Kisenso puissent faire en sorte que l'exécutif national réalise les choses. De 2, il faut que l'exécutif provincial, par le biais des députés provinciaux, puisse réaliser les choses. Et en définitive, il faut qu'il y ait un partenaire, qu'il soit extérieur ou intérieur, qui appuie. Ainsi, la commune aura 3 partenaires, le gouvernement central, le gouvernement provincial. Merci beaucoup, monsieur Moussa Abdourazak. Vous êtes candidat à député provincial pour la commune de Kisenso. Vous êtes bourgmestre en fonction à Makala. Merci également à monsieur Jires Sanzala, qui est candidat à député provincial à Limete, et il est de l'Arc. En tout cas, avec vous, nous avons débattu des questions d'actualité qui se posent dans notre pays, dans notre ville, dans nos communes. En tout cas, vous avez été nombreux à nous suivre. Nous disons également merci au programme Tommy Kotissa du NDI avec GMD et tous les partenaires. En tout cas, merci. Le prochain numéro, c'est dans quelques jours. Portez-vous bien.